Bonjour à tous. Alors, exceptionnellement, la première séance de travaux dirigés de droit des sociétés de l'année universitaire 2021-2022 se tiendra de cette façon, via ce podcast. En principe, j'aborde la première séance de TD de chaque année universitaire de la manière suivante. En premier lieu, et c'est ce qui fera l'objet de la première partie du présent podcast, je vais vous parler de la notion d'affectio societatis, qui nous servira aujourd'hui, mais également pour les besoins de séances ultérieures, et qui vous servira à mieux appréhender le premier support de TD qui traite de ce sujet, et qui aura été fait sous la forme d'une dissertation juridique annotée. En second lieu, et c'est ce qui fera l'objet de la deuxième partie du présent podcast, nous aborderons la méthodologie de la dissertation juridique qui est liée au support précité. Dans cette partie de la séance, et c'est là où le bât blesse car j'ai l'habitude de faire cela en présentiel, je vous demanderai de préparer un plan de dissertation de votre côté sur cette même thématique, sur l'affectio societatis en somme. En troisième lieu, pour la troisième partie du dit podcast, nous aborderons une thématique entre guillemets classique du droit des sociétés, qui est la suivante. La société est-elle un contrat ou une institution? Ici, j'ai l'habitude de demander aux étudiants de préparer un plan de disserte sur cette dernière thématique, mais celle-ci, j'aimerais que vous la partagiez avec moi à toute fin utile pour que je puisse donner mon avis dessus. Première partie, l'affectio societatis. D'origine doctrinale et jurisprudentielle, les juges ont extrait de l'article 982 du Dahir formant Code des obligations et des contrats, ci-après le DOC, cette notion. Il s'agit d'une locution latine qui veut littéralement dire « intention de s'associer ». Cet article, pour rappel, dispose que la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. La doctrine et la jurisprudence ont ajouté cette notion d'affectio societatis essentiellement sur la base de cet article. Les juges gardent cependant un pouvoir souverain d'appréciation pour déterminer si les éléments constitutifs de l'affectio societatis se trouvent réunis. L'affectio societatis est cet élément intentionnel, cet esprit sociétaire qui est indispensable à la formation du lien qui unit les personnes qui ont décidé de participer au capital d'une société, qu'elle soit civile ou commerciale. L'affectio societatis est invoquée là où s'observe une collaboration volontaire, active, intéressée et souvent entre égaux. Elle est également définie comme étant la volonté d'union ou une simple convergence d'intérêts. Cette idée de convergence d'intérêts des associés dans le contrat de société la distingue d'autres contrats. Alors, ce que je vais dire là n'est que le fruit de ma propre réflexion. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une véritable doctrine à proprement parler. C'est uniquement parce que j'aime bien expliquer à ma façon, afin de vulgariser certaines notions. Mais pour moi, et sur la base de la définition donnée plus tôt, le contrat de société est un peu comme le contrat de mariage, dans la mesure où les deux sont des contrats, mais sont également des institutions qui s'inscrivent dans le temps. Des auteurs comme M. Paul Pic insiste sur l'aspect égalitaire du contrat de société et qui rapprocherait ce dernier à la conception du mariage dans certaines civilisations. Cette conception de l'affectio societatis, insistant sur l'aspect égalitaire des parties au contrat, s'oppose ou se complète, selon le point de vue de chacun, à celle de M. Joseph Hamel, qui a été cité dans l'ouvrage de feu M. le professeur Mohamed El-Marnissi. Cette dernière conception repose sur l'idée d'une convergence d'intérêts et sur la volonté d'union qui est l'élément essentiel et la cause du contrat des sociétés. En effet, cette union transcende les intérêts divergents qu'on trouve habituellement chez les contractants pour sceller une alliance offensive et défensive des associés qui s'unissent avec la volonté de prendre en commun les risques. Mais trêve de digression. Il est à rappeler que, dans le contrat de société, l'affectio societatis semble remplir le rôle de moteur de l'utilisation du contrat de société,
en tant qu'instrument de collaboration entre associés. Le contrat de société implique donc l'affectio societatis. Et bien que sa définition et son rôle ne figurent pas dans la définition de la société donnée à l'article 982 du DOC, la tradition et la jurisprudence en fait une composante du contrat de société. Il exprime alors la volonté de collaborer ensemble sur un pied d'égalité au succès de l'entreprise commune. Son intensité varie selon le type de société et son rôle est primordial en cas de crise grave. Plus généralement, cette notion a une influence sur la notion même d'associé, car, et comme vous pourriez le constater à la lecture du support transmis par mes soins, et en tout cas selon mon point de vue, cette notion revêt davantage d'importance dans les sociétés de personnes que dans les sociétés de capitaux. Pour ceux qui auraient encore du mal à distinguer entre les sociétés de personnes et les sociétés de capitaux, et pour résumer brièvement, voire grossièrement, eh bien les SA, en ce compris les sociétés par action simplifiées, les SAS, les sociétés par action simplifiées à associés uniques, les SASU, les SASU, et les sociétés en commandite par action, les SCA, sont des sociétés de capitaux. Tout le reste, à l'exception de la SARL, la société à responsabilité limitée, et en fait tout le reste, ce sont des sociétés de personnes, la SARL étant une forme hybride. Je vous invite donc à lire le support en diagonale si vous maîtrisez les termes juridiques abordés dedans, et plus attentivement si ce n'est pas le cas. En effet, en plus d'analyser plus en détail la notion d'affectio societatis, on aborde dans le dit support des notions telles que l'intuitu personae, qui signifie que dans un contrat, la personne du contractant revêt une importance décisive dans la conclusion et ou l'exécution du dit contrat. On y aborde également la notion d'intuitu pecuniae, qui signifie que dans un contrat, la considération du capital apporté est plus importante que la qualité de la personne qui l'apporte. Très brièvement, les diverses manifestations de l'affectio societatis dans les sociétés de capitaux, les cas de mésentente et ou de mésintelligence grave survenus entre les associés, qui peuvent être le fruit d'un affectio societatis perdu au cours de la vie sociale, et que le juge ne manquera pas de relever le cas échéant. Et enfin, très brièvement également, et sans prétendre à une quelconque exhaustivité, on aborde dans le dit support de TD la notion de société fictive et ses liens avec l'affectio societatis. Deuxième partie, la méthodologie de la dissertation juridique. Alors, j'ouvre une parenthèse au préalable pour vous parler de quelques avantages de la dissertation juridique. En quelque sorte, l'intérêt de privilégier la dissertation juridique dans le cas où vous auriez le choix d'aborder un sujet sous cette forme le jour de l'examen. Premièrement, la dissertation juridique permet d'aborder, selon le sujet proposé, une majeure partie du cours, sans se concentrer pour autant sur une seule partie en particulier. Ce qui est très utile pour les personnes qui n'arrivent pas à apprendre par cœur l'entièreté du programme de licence d'une seule traite. Cela ne veut pas dire que cela ne demande pas une maîtrise du cours, bien au contraire. Il faudra atteindre un niveau assez bon de connaissances globales en la matière pour pouvoir faire une bonne dissertation juridique. En second lieu, les personnes qui appliquent la méthodologie en utilisant des termes juridiques adéquats et en ne faisant surtout pas de hors-sujet, il faut faire très attention à ce point, arriveraient, selon toute logique, à valider leur module. Et enfin, une fois que les deux conditions précitées sont remplies, si en plus l'étudiant a une bonne plume, qu'il sait écrire et user de certaines figures de style simples mais efficaces dans un bon français, eh bien ces étudiants auront forcément un avantage comparé aux autres. C'est une sorte de plus, en quelque sorte. Du coup, nous allons voir de manière succincte les commentaires en rouge insérés dans le support de TD transmis préalablement avant l'envoi du présent podcast. Tout d'abord, la phrase d'accroche. Je ne me souviens plus du nom de l'ouvrage en question, mais je me souviens que dans le support, j'avais utilisé une citation tirée d'un ouvrage, la citation tirée d'un ouvrage qui n'est pas un ouvrage de droit. L'intérêt d'avoir fait cela, c'est de montrer que même avec une citation qui n'a, a priori,
rien à voir avec le droit, on peut en tirer quelque chose à l'occasion de la rédaction d'une dissertation juridique. En effet, si l'on arrive à justifier sa cohérence avec le sujet de la disserte en question, que l'on corrige les approximations linguistiques utilisées par le ou les auteurs et ou que l'on parvient à utiliser quelconque figure de style afin de rendre pertinente l'utilisation de la citation, eh bien celle-ci, même si elle émane d'un auteur qui n'est pas un juriste de formation, eh bien cette citation peut se révéler intéressante, voire même originale dans certains cas. Cette phrase d'accroche est censée être le fil rouge, entre guillemets, de votre introduction, et même parfois, le fait de pouvoir la réutiliser de manière pertinente dans la dite introduction et au-delà de celle-ci, eh bien cela peut prouver qu'il y a une certaine cohérence, une certaine homogénéité dans les propos que vous écrivez. Bien évidemment, l'utilisation d'une citation purement juridique tirée d'un ouvrage de droit, d'un auteur de renom, est un plus non négligeable. Cette solution est à privilégier dans tous les cas, selon moi, lors d'un examen par exemple. Reste que cette phrase, cette citation doit toujours tout de même avoir sa place dans la dite dissertation, et qu'elle reste surtout cohérente avec le sujet soumis à votre plume. Il y a également la possibilité d'utiliser un adage latin, si tant est que, encore une fois, celui-ci respecte les conditions précitées, c'est-à-dire pertinence, cohérence avec l'intitulé du sujet, une bonne justification et ou une bonne manière d'amorcer votre dissertation avec le dit adage. Et si malgré tout, il n'y a aucune phrase qui vous vient à l'esprit pour commencer votre disserte, eh bien il faudra tout de même essayer autant que faire se peut d'attirer l'attention du correcteur, même sans l'utilisation d'une quelconque citation ou d'adage latin. On en arrive à l'étape d'après. C'est-à-dire que là, vous avez dépassé le stade de la phrase d'accroche et ses corollaires. Eh bien, j'aime à dire que nous sommes tous des artisans. Par exemple, prenons un menuisier. Avant de faire une table ou un meuble quelconque en bois, il devra préalablement à cela s'organiser et mettre ses outils de travail devant lui. Une scie, un arrache-clous, etc. En sélectionnant uniquement les plus utiles pour le meuble en question. Et bien pour le juriste, c'est la même chose. C'est-à-dire que lorsque les textes de loi commandent le sujet, il faut les citer. Cela peut être une loi ou une partie de cette loi. Et il faudra respecter la hiérarchie des normes dans les textes à citer en premier. Par exemple, si vous devez citer une partie d'une loi, mais également un texte réglementaire, par exemple un décret, un arrêté, qui touche directement le sujet en question, eh bien il faudra citer la loi avant le texte réglementaire, etc. On passe à l'étape d'après, c'est-à-dire l'étape de la définition. Et celle-ci peut intervenir un peu avant ou un peu après la dernière étape citée, c'est-à-dire l'étape de la citation des textes juridiques, selon les cas. La définition des termes revêt une grande importance car elle démontre une certaine maîtrise du sujet. Cette définition devra être donnée en utilisant de préférence que des termes juridiques. Le lexique juridique est crucial car on commence à rentrer petit à petit dans le vif du sujet. Il s'agit de la méthode de l'entonnoir. C'est-à-dire qu'au début, on vous excusera, entre guillemets, d'être assez général dans votre rédaction, mais plus vous avancez dans la rédaction de votre disserte, et plus vous êtes, entre guillemets, obligé de vous restreindre et être beaucoup plus précis. Généralement, l'introduction, ça reste plus ou moins général. À l'extrême limite, le grand A du grand 1 peut également être un peu général, mais pas trop non plus. On estime qu'à partir du B du grand 1, vous commencez à répondre à votre problématique. On y reviendra après. Et dès le grand A du grand 2, normalement, en principe, vous avez déjà répondu à 90% de votre sujet. Et le B du grand 2 sert généralement d'ouverture à d'autres branches du droit ou à d'autres thématiques corollaires au sujet soumis à votre plume, etc., etc. Par la suite, il y a l'étape de l'intérêt du sujet. Selon moi, il s'agit de la troisième étape la plus importante pour faire une bonne introduction. La deuxième étant
toujours d'après moi, la délimitation du sujet est l'étape la plus cruciale dans une introduction et très certainement la problématique juridique. Mais on y reviendra encore une fois plus tard. Alors, il y a plusieurs raisons qui poussent un professeur à choisir un sujet plutôt qu'un autre à l'occasion d'un examen. Cela peut être pour une ou plusieurs des raisons suivantes, sans prétendre à quelconque exhaustivité. C'est soit qu'il s'agit d'un sujet qui l'a lui-même intéressé intellectuellement, ou d'un sujet qu'il a abordé plusieurs fois en cours, ou encore d'un sujet qui permet d'aborder de manière transversale une grande partie du cours, et ou d'un sujet dont l'intitulé doit être particulièrement analysé avant son traitement. Bien sûr, il peut y avoir plusieurs combinaisons entre les raisons que je viens de citer. Alors, même si ce sujet ne vous passionne pas particulièrement, il faudra faire l'effort de chercher les raisons pour lesquelles ce sujet a été soumis à votre examen. Dans tous les cas, il s'agit du meilleur sujet possible. Mais il ne vous suffira pas de le dire, il faudra démontrer en quoi il s'agit d'un sujet intéressant à traiter. Alors, sans compter l'énoncé du plan, il est temps d'aborder l'avant-dernière étape de votre introduction. Cette avant-dernière étape peut intervenir un peu avant ou un peu après l'étape de l'intérêt du sujet, selon les cas. Quoi qu'il en soit, cette délimitation pourra être générique ou précise. Cela dépendra de plusieurs paramètres, et notamment de l'exhaustivité et de la manière dont vous allez utiliser vos connaissances acquises à l'occasion de la rédaction de votre disserte, de la problématique que vous allez aborder, et de l'intitulé du sujet lui-même. En effet, si l'intitulé du sujet a l'air a priori d'être simple à aborder et ou s'il est très général, le correcteur sera davantage soucieux de trouver une problématique assez pointue à aborder. A contrario, si le sujet est lui-même très pointu, très précis, la délimitation se devra en principe être moins restrictive. Nous en arrivons à l'étape la plus importante, toujours selon moi, de votre introduction. Il s'agit de la problématique abordée. En fait, plusieurs étudiants font l'erreur de croire qu'une problématique est une simple suite de questions, parfois sans lien apparent entre eux. Or, il ne s'agit pas là d'énoncer plusieurs questions génériques qui vont trouver réponse au fil de l'eau dans votre dissertation. L'étudiant doit faire l'effort de trouver idéalement une seule problématique entre guillemets générale qui englobe l'ensemble des questions qu'il souhaite traiter à l'occasion de la rédaction de sa dissertation. Et si la problématique choisie évince l'une des questions que l'étudiant souhaitait traiter, il devra mentionner ce point dans la partie délimitation du sujet, pour faire comprendre au correcteur que l'on a les connaissances nécessaires pour traiter également de tel ou tel point, mais que l'on a eu un parti pris de l'évincer pour traiter X ou Y problématique. Et la réponse à cette problématique devra être très simple à comprendre à la première lecture de l'énoncé du plan. Ce qui veut dire que le plan prendra une forme qui, forcément, sera fortement influencée par l'énoncé de votre problématique. La problématique et le plan sont deux faces d'une même pièce, en quelque sorte. On en vient à l'étape de l'énoncé du plan. Celui-ci doit répondre à la problématique, comme dit plus tôt. Idéalement, lorsque l'on maîtrise le sujet et ou que l'on a assez de temps pour le traiter de la manière que l'on souhaite, par exemple à l'occasion d'un travail de recherche à la maison, on commence par acquérir les connaissances nécessaires afin de trouver une problématique qui vaille la peine d'être traitée, puis de tenter d'y répondre via le plan choisi. À l'occasion d'un examen, par contre, les choses sont un peu plus compliquées, surtout en licence car le temps imparti n'est pas très important, et que l'on suppose que vous avez déjà acquis les connaissances nécessaires pour le traitement du sujet. Dans cette situation, ce que je faisais en licence, c'est que dès que j'avais l'intitulé du sujet, j'utilisais une feuille de brouillon, j'écrivais toutes les idées en rapport avec le dit sujet, sous forme de points. Puis je faisais une sorte de tableau en deux parties en choisissant une typologie de plan. Je vous invite par ailleurs à lire la partie du support de TD qui aborde cela, et j'essayais de trouver la typologie qui équilibre le mieux les idées et les points que je souhaite aborder. Bien évidemment, avec le temps, on développe certains réflexes.
le réflexe que je garde encore aujourd'hui, c'est le plan en, entre guillemets, oui, première partie, mais, en seconde partie. Ou un non, mais, selon les cas. Bien sûr, on ne va pas écrire oui ou non en première partie et un mais en seconde. La forme des intitulés des titres, des parties et des sous-sections devra être bien plus travaillée que cela, pour qu'il soit agréable et simple à lire, pour qu'il puisse répondre à la problématique. Il est compliqué d'être simple. Parfois, les étudiants auront tendance à utiliser de longues phrases dans les titres, alors que les dites phrases auraient davantage leur place dans le corps du texte en lui-même, et non dans l'intitulé des titres. Pour en revenir au cas de figure où vous seriez en train de passer votre examen, une fois que vous avez trouvé la bonne manière d'aborder la problématique et que vous savez que votre travail sera assez équilibré à la fin de votre rédaction, eh bien vous pouvez, selon moi, commencer la rédaction de votre introduction pour enchaîner et maîtriser le temps qui vous aura été imparti. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à dire, en plus de ce que j'ai écrit dans le support de TD y afférent, concernant la méthodologie de la dissertation juridique. Alors, dans le désordre le plus complet, quelques derniers points à mentionner. Il ne faut pas utiliser la première personne du singulier, le « je », mais privilégier le « nous » à l'occasion d'une dissertation juridique ou d'un travail de recherche. Il ne faut pas utiliser non plus des abréviations directement sans en avoir défini le terme au préalable. Par exemple, si vous devez parler des sociétés anonymes, vous allez écrire « société anonyme » en toutes lettres la toute première fois que vous l'utiliserez. Puis vous allez ouvrir une parenthèse juste après, ouvrir les guillemets, écrire SA, fermer les guillemets et fermer la parenthèse. Et ce n'est qu'après que vous pourrez utiliser cette abréviation à l'occasion de la rédaction de votre travail. Si vous n'êtes pas certain de l'exhaustivité de vos informations, n'oubliez pas de placer un « notamment », un « entre autres », etc. avant de mentionner ce que vous savez. Puis, s'il existe des exceptions dans une idée ou dans une théorie que vous voulez citer, et que vous n'avez pas toute la latitude pour pouvoir les développer, ou si vous estimez que, pour quelconque raison, vous ne pouvez pas développer ces idées-là sur le moment, il ne faut surtout pas oublier de le préciser en ajoutant un « en principe » avant de continuer votre idée ou vos idées, ou un « sauf exception » à la fin de votre paragraphe. Enfin, il ne faut pas oublier les transitions et les chapeaux, selon les cas, entre vos parties grand 1 et grand 2, et les sous-sections A, B, A, B. L'astuce, c'est, en fait, quand vous sentez que vous n'avez pas beaucoup de temps lors d'un examen, eh bien, c'est de laisser de l'espace pour parvenir à les remplir à la fin du temps imparti, une fois que vous aurez abordé tout ce que vous souhaitiez aborder sur le fond. Troisième partie, la société, contrat ou institution. Eh bien, c'est vraiment un sujet classique du droit des sociétés, ici comme ailleurs. Contrairement aux usages en la matière, je ne vais pas prendre la peine de définir la société, le contrat, l'institution. Je vous laisse chercher cela de votre côté. Nous allons plutôt faire une brève comparaison entre l'article 982 du DOC et de l'article 1832 du Code civil français, car les deux articles sont les premiers articles de droit marocain et de droit français en matière de société contractuelle. Du coup, l'article 982 du DOC, droit marocain, dispose que la société est un contrat par lequel deux ou plusieurs personnes mettent en commun leurs biens ou leur travail, ou tous deux à la fois, en vue de partager le bénéfice qui pourra en résulter. Tandis que l'article 1832 du Code civil français, issu du droit français évidemment, dispose que la société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent, par un contrat, d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Elle peut être instituée, dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. Les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Bien que l'esprit des deux articles a la même finalité, le législateur français, contrairement au législateur marocain, mentionne expressément le terme d'institution.
Et il a également notamment pris la peine de préciser que la société pouvait émaner d'un acte juridique unilatéral. Cela ne veut pas dire que l'aspect institutionnel ou la possibilité de créer unilatéralement une société n'existe pas en droit marocain. Cela veut tout simplement dire que le DOC étant un texte général et qu'il y a des textes spéciaux, notamment les lois numéro 596 et numéro 1795 notamment, eh bien, ces textes spéciaux font ce travail d'institutionnalisation et ils prévoient cette faculté de création unilatérale d'une société via un acte juridique unilatéral. On a par exemple le cas de la société à responsabilité limitée d'associés uniques, la SARLO, dans la loi 596, et le cas des sociétés par action simplifiée à associés uniques, la SASU, dans la loi numéro 1795, telle que récemment modifiée. Il y a eu une nouvelle loi, il me semble qu'elle a été publiée dans l'année qui s'est écoulée, qui vient de modifier, compléter, abroger les anciennes dispositions concernant la SAS. Et l'un des apports de cette nouvelle loi, eh bien, c'est de s'être aligné plutôt au droit français en la matière, qui avait la SASU depuis longtemps en fait. Mais c'était une parenthèse. Alors, j'ai cité un acte juridique unilatéral. Acte juridique unilatéral. Mais il serait selon moi intéressant de parler brièvement d'une partie de la doctrine qui défend l'idée de l'existence des contrats unilatéraux. Le cautionnement, par exemple, à l'article 1117 du DOC, parle bien de, je cite, « contrat par lequel une personne s'oblige envers le créancier à satisfaire à l'obligation du débiteur, si celui-ci ne n'y satisfait pas lui-même. » Au final, malgré ces différences, les deux articles se rejoignent sur le fond car, que ce soit en droit français ou en droit marocain, eh bien, il s'agit en principe d'un contrat nommé. Un contrat nommé veut dire que, eh bien, c'est un contrat qui aura été nommé par la loi. Il s'agit d'un contrat consensuel, puisqu'on peut notamment choisir la forme de la société. Il s'agit d'un contrat commutatif sous condition. Et cela va faire débat, mais c'est pour une toute petite partie de la doctrine. C'est un contrat aléatoire, dans la mesure où la société cherche du bénéfice, mais qu'elle n'est pas certaine d'y parvenir. Et enfin, c'est un contrat translatif de droit. Par exemple, l'apport en société, c'est l'un des effets translatifs de droit du contrat de société. Dans un autre ordre d'idées, et à toute fin utile, je voulais partager avec vous la citation d'Ibn Arafa, auteur de droit musulman, qui parle de la communauté de biens, contrat avec lequel on peut faire le rapprochement avec le contrat de société. En effet, il rapproche la conception moderne de la société avec la communauté d'un bien entre un ou plusieurs copropriétaires. Cette dernière est un mécanisme, est un contrat par lequel une personne aliène une portion indivise de sa chose, moyennant une portion indivise de la chose d'autrui, avec la faculté pour chacun de gérer le tout. C'est cité d'un livre de Khalid ibn Isaac, intitulé Code musulman. Eh bien, le DOC traite justement aux articles 960 et suivants de la communauté de biens, que l'on appelle également quasi-société. C'était juste pour information, parce que dans un sujet comme la société, contrat ou institution, eh bien, on ne va pas forcément parler de la quasi-société, ce sera juste mentionné très brièvement, peut-être, à l'extrême limite, en introduction. Mais trêve de digression. On va essayer de voir en pêle-mêle les aspects contractuels et institutionnels de la société, sans pour autant prétendre, encore une fois, à quelconque exhaustivité. Et on va commencer par l'aspect contractuel. Concernant les aspects contractuels de la société. Évidemment, il y a toute la partie relative aux conditions générales nécessaires à la validité des obligations qui dérivent d'un acte juridique dûment formé. Capacité, consentement, licéité de l'objet et de la cause. Ensuite, l'utilisation du contrat
Il est à noter que l'utilisation du contrat intéresse des notions essentielles du droit des sociétés, telles que l'intérêt social, l'intuitu personae, l'intuitu pecuniae, ou la qualité d'associé, mais également la notion d'affectio societatis, comme on a pu le voir plus tôt. En droit des sociétés, le contrat apparaît comme étant un instrument d'organisation. Il participe à la mise en place d'un système de procédés qui ont pour fonction de produire un résultat. Le résultat qui aura pour finalité de rechercher du bénéfice ou une économie y résultant, etc., etc. Le contrat régit notamment la forme de la société. Quel type de coopération on va choisir entre associés? Quid des pouvoirs du gérant, des modalités de cession, des actions ou des parts sociales selon les cas. Le contrat régit également les statuts, et certaines formes sont plus permissives que d'autres à ce niveau. Les statuts figent la volonté commune des associés. Les statuts constituent un contrat entre les associés ou actionnaires. Les aspects contractuels se manifestent notamment également dans l'utilisation du contrat et des principes contractuels par les associés pour poursuivre un objectif de contrôle sur la société. Le contrôle, cela veut dire la détention de droits de vote. Il faut voir des notions comme majorité simple, majorité absolue, etc. Il s'agit du pouvoir décisionnel. Par exemple, il y a le pacte d'associés dans les sociétés de personnes ou le pacte d'actionnaires dans les sociétés de capitaux. Eh bien, ce sont des actes extra-statutaires, mais qui peuvent se révéler cruciaux. Dans un autre ordre d'idées, eh bien, l'aménagement de la condition d'associé constitue l'aspect le plus évident du contrat dans le cadre des sociétés. Nous pouvons citer sans être exhaustifs et en vous laissant le soin de chercher de votre côté si cela vous intéresse. Eh bien, il y a les conventions de vote, les pactes de préférence, les pactes de non-agression, les conventions de rachat de titres, les conventions de portage de titres, les cessions de parts sociales, les ventes à réméré et les pensions de titres, que l'on appelle aussi repo en anglais. Ces actes juridiques sont une juxtaposition de l'ordre contractuel avec l'ordre sociétaire. Dans les aspects contractuels, on peut également citer le pouvoir de représentation, parce que le contrat de mandat est un contrat très souvent utilisé en droit des sociétés, à plus d'un titre. Dans les sociétés où les associés ou actionnaires ont en principe une responsabilité limitée à leurs apports, comme les SARL ou les SA, eh bien, cela apparaît comme étant un aspect purement contractuel dans la mesure où les associés sont en principe, bien sûr, limités à leurs apports. Leur responsabilité, est limitée aux apports qu'ils ont consenti de donner. Enfin, certaines causes de dissolution des sociétés sont identiques aux causes d'anéantissement des contrats, comme la nullité s'il y a vice du consentement par exemple. Ensuite, les parties /associés peuvent prévoir ou convenir d'un commun accord de mettre un terme à la vie de la société, etc. Enfin, il est temps d'aborder les aspects institutionnels de la société. On peut appréhender le contrat comme étant un instrument du droit des sociétés. Pour les juristes que nous sommes, il s'agit d'une sorte de désacralisation car, selon cette conception, le contrat, générateur d'obligations au sens du DOC, et qui est donc un pilier du droit, entre parenthèses le contrat, devient un simple instrument, d'outil de déréglementation. Pour des auteurs comme M. Liebschaber, il parle même de, entre guillemets, petit contrat, en visant le contrat de société. Du coup, nous allons faire comme tout à l'heure, c'est-à-dire un pêle-mêle des points que l'on pourrait aborder pour citer le côté institutionnel de la société. En tout premier lieu, il faut parler de la personne morale, qui est une personnalité juridique accordée à la société valablement formée. La principale exception à ce principe étant la société en participation. À ce titre, une société a, au même titre qu'une personne physique, un nom, un domicile, une nationalité, un patrimoine propre
et une vie juridique propre, parce qu'elle peut contracter, ester en justice, etc., etc. Il s'agit de l'aspect institutionnel le plus fondamental, car rares sont les contrats permettant d'avoir la faculté de créer une personne morale, en dehors du contrat de société, j'entends. On peut citer notamment le cas des groupements d'intérêt économique, les GIE, qui eux aussi permettent de créer une personne morale, mais qui n'est pas pour autant une société. Mais juste l'exception au principe de l'unicité du patrimoine qui est corollaire à la création d'une société. Principe qui veut que toute personne n'a droit qu'à un seul patrimoine, et bien juste ce fait-là, et bien cela fait ressortir l'aspect institutionnel du contrat, en plus de ce que j'ai cité plus tôt. Dans les aspects institutionnels, on peut également citer l'intérêt social de la société. Eh bien, l'intérêt social de la société est en grande majorité privilégié par les juges, préservé par les juges, en comparaison des intérêts personnels de chacun des associés. C'est très logique parce qu'une société, eh bien, a généralement des salariés, des gens à protéger, des gens qui ont une famille à nourrir, etc., etc. Une société à contracter avec de tierces personnes, qu'elles soient physiques ou morales, et du coup, le juge va naturellement privilégier l'intérêt entre guillemets public, mais ce n'est pas vraiment ça, mais c'est juste une déformation de langue. L'intérêt de la majorité et de la personne morale, plus précisément, il va protéger ces intérêts-là beaucoup plus que les intérêts d'un seul associé, qui sont des intérêts purement personnels le plus fréquemment possible. Également, et comme vu plus tôt, même si l'organisation de la société peut être aménagée par les statuts, il y a des formes de société qui sont plus permissives que d'autres. En vertu de l'adage latin dont la traduction approximative est que la loi spéciale déroge à la loi générale, et en vertu du principe qui veut qu'aucun contrat ne peut déroger à quelconque texte de loi, aucun aménagement statutaire ne peut aller à l'encontre de ce qui est prévu par un texte législatif, sauf si ce texte lui-même donne la possibilité d'en prévoir autrement via les statuts de la société. Nous parlons dans un côté purement organisationnel, pour le coup. Dans une SA, par exemple, il n'y a que très peu de liberté contractuelle possible dans la rédaction des statuts, contrairement à la SAS, notamment. Un autre exemple, applicable notamment pour les sociétés cotées, concernant les clauses d'agrément statutaire, celles qui ont pour but de restreindre l'entrée de tierces personnes dans le capital d'une société. Eh bien, dans certaines opérations sur le marché financier, et pour les sociétés faisant appel public à l'épargne, entre parenthèses APE, eh bien, ces clauses d'agrément ne peuvent être opposées par les actionnaires de ces sociétés. Tel est le cas par exemple dans les offres publiques. Dans le fonctionnement de la société, certaines formes de société ne prévoient pas l'unanimité des votes afin de permettre à des tierces personnes de devenir associées ou actionnaires selon les cas. Ceci est également un exemple de l'aspect institutionnel de la société. Un autre point est que vis-à-vis des tiers, eh bien, la société sera tout de même engagée si le gérant ou son équivalent, n'ayant pas le droit d'accomplir un acte juridique X, a signé au nom et pour le compte de la société. Il s'agit d'un statut particulier qui va au-delà d'un simple mandat qui lui est accordé. Un autre aspect institutionnel découle du fait d'avoir plusieurs associés ou actionnaires au sein d'une même société. Les associés ou actionnaires sont-ils véritablement tous soudés? Bien évidemment, il existe des non-dits et des conflits internes qui peuvent survenir entre eux. Et comme toute institution, il y aura des personnes désireuses d'être en haut de la pyramide en quelque sorte. Dans le cadre d'une société, cela va se manifester par l'envie d'avoir, par exemple, plus de contrôle décisionnel, plus de bénéfices, etc., etc. Enfin, concernant la fin de vie de la société, eh bien, on peut citer un autre aspect institutionnel qui veut que, par exemple, en cas de liquidation, eh bien, la personne morale survit pour les besoins de cette dernière. On peut également citer le fait que,
même lorsque le juge prononce par exemple la nullité d'un contrat de société, si la société a des contrats en cours et est partie avec d'autres personnes, qu'elles soient physiques ou morales, le juge peut prévoir certaines modalités afin de ne pas léser les personnes qui ont contracté avec la dite société qui en principe aurait dû subir une nullité rétroactive, selon le droit des contrats classiques. Sauf que, en droit des sociétés, il existe la nullité sans rétroactivité, par exemple. En règle générale, la nullité en droit des sociétés comporte certaines spécificités qui dérogent aux principes généraux édictés par le DOC. Mais nous aurons l'occasion d'en reparler un autre jour. Alors, une petite conclusion pour le coup, c'est que, comme vous pouvez le constater, les deux aspects contractuels et institutionnels coexistent, que ce soit dans la Constitution, la vie sociale et ou la fin de vie de la société. C'est donc un sujet qui nourrit toujours autant les débats doctrinaux en la matière. Il serait utile d'utiliser le conditionnel pour énoncer certaines théories dans votre éventuelle rédaction. Pour ma part, et c'est un avis purement personnel, encore une fois, eh bien on peut s'imaginer une sorte de curseur. À gauche, on a l'aspect contractuel et à droite, on a l'aspect institutionnel. Par exemple, concernant une société en participation, eh bien je mettrai davantage le curseur à gauche. Même chose avec moins d'intensité pour ce qui concerne la SAS. Puis je mettrai davantage le curseur à droite, concernant l'aspect institutionnel bien sûr, dans le cas des SA. Même chose avec les SARL, mais encore une fois avec moins d'intensité. Au final, bien évidemment, la société est à la fois un contrat et une institution. Voilà, j'espère que vous aurez apprécié la première séance de TD. Bien évidemment, si vous avez des questions, vous pouvez me les soumettre par écrit sur mon Gmail, hamid.el.beloi@gmail.com. Dans tous les cas, on se verra, Inch'Allah, le mercredi à 14h15 à la faculté. Je dois encore déterminer précisément la salle dans laquelle se dérouleront les TD. Et si vous voulez me soumettre des questions oralement, ce sera une bonne occasion de le faire mercredi prochain, en espérant que certains d'entre vous préparent de leur côté un projet de plan de disserte sur le dernier thème abordé, c'est-à-dire société, contrat ou un site. En vous souhaitant une bonne journée, salut à tous.